Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Il faut voir comment on nous parle, comment on parle. Alain Souchon, la chanson célèbre, il faut voir comment on nous parle. Et c'est un livre, c'est le titre d'un livre de Jean-Paul Fitoussi, l'économiste très connu, l'écrivain, l'essayiste. Et c'est un livre passionnant parce qu'il explique effectivement l'emprise de la novlangue sur nos sociétés. Et donc, vous avez en face de vous, André Berkov, Jean-Paul Fitoussi, on l'a dit, économiste et auteur de ce livre, Comme on nous parle, l'emprise de la novlangue sur nos sociétés, aux éditions Les Liens qui libèrent. Voilà, et Les Liens qui libèrent, en ce moment, c'est vrai qu'on est... J'aime beaucoup d'ailleurs le nom de cette maison d'édition. C'est vraiment bien. Et Jean-Paul Fitoussi, bonjour. Je voudrais commencer par l'exergue, le premier exergue. Vous avez mis beaucoup d'exergues de George Orwell, bien sûr, la novlangue. Mais vous avez écrit, on dirait que ça a été écrit hier, ça, ou avant-hier. Et quelque part, écrit George Orwell dans 1984, son maître livre, et quelque part absolument anonyme, il y avait les cerveaux directeurs du commissariat aux archives qui coordonnaient tous les efforts et établissaient la ligne politique qui exigeait que tel fragment du passé fût préservé, tel autre falsifié, tel autre encore anéanti. Et on pense de façon générale aux statues, on pense au nom des rues, on pense aux livres qu'on revoit, on pense aux 10 petits nègres de Agatha Christie que l'on rebaptise, etc., etc., etc. Et vous, en économiste, en professeur à l'Institut d'études politiques Paris, vous êtes aussi professeur à Rome et le Center Capitalist Society de Columbia, de l'Université de Columbia aux États-Unis, vous avez étendu ça effectivement au travail, à l'économie, et c'est très intéressant parce que on s'est beaucoup intéressé, évidemment, et à raison, avec ces espèces d'absurdité totale qui consistait à dire, eh bien, on va tout débaptiser. Et juste un exemple, je voudrais vous commencer par ça, Jean-Paul Fitoussi. Il y a une formidable sur les réseaux sociaux, une formidable vidéo d'un couple en Martinique. Ce couple en Martinique il y avait la banque, le Crédit Lyonnais, donc la fiche du Crédit Lyonnais, et en bas, il y avait rue Victor Hugo. Et ils ont arraché la plaque de la rue Victor Hugo sans toucher à la plaque du Crédit Lyonnais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Bien, il se passe qu'il y a une tentation de réécrire à la fois le dictionnaire et l'histoire. Et ça va ensemble. Je veux dire, la langue est porteuse de l'histoire. Bien sûr. Et donc, il y a deux courants qui constituent, l'un dont je parle, qui constitue la novlangue. Le premier courant est la victimisation de la société, c'est-à-dire la considération de la société comme un groupe de clubs victimes. De communautés, de clans, de tribus, clans victimes. Etc. Tous sont victimes de quelque chose et demandent ici qu'on arrache une plaque, là qu'on détruit une statue, là qu'on débaptise une rue. Vous voyez, parce que ceux qui ont écrit ces statues et ces rues ont mis quelque chose qui, il y a 3 siècles, avait fait du mal à leur population, alors que même de cela, on n'est pas sûr. Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses à dire sur le fond. Donc, en fait, ce que vous dites, je suis une victime, disent-ils, j'ai des droits, ils ne parlent jamais de leurs devoirs, bien sûr. Mais alors, justement, Jean-Paul Fitoussi, ça marche, ça marche. Il y a quand même, les gens assistent sidérés à ça, mais sans s'y opposer. Comment vous expliquez cela? Mais parce que c'est une... je vais peut-être vous étonner, mais c'est une pratique totalement générale. Lorsque le gouvernement dit « j'ai dit qu'il ne fallait pas mettre des masques parce qu'à l'époque je ne savais pas », il se considère comme une victime de son ignorance. Vous voyez, il y a un alibi généralisé que chacun utilise, mais que là, en l'espèce, va trop loin, parce qu'il est violent. Oui. Ces mouvements victimaires sont violents, portent de la violence, portent de la ségrégation, portent du racisme, absolument, portent de la haine de l'autre. Absolument, et il encourage, et met de l'huile sur le feu. C'est très différent. Oui. Le gouvernement s'excuse, mais comme il peut, mais eux, c'est la haine
qui les anime. Et alors, justement, par rapport au gouvernement et par rapport à tous les gouvernements, bien sûr, vous parlez beaucoup du monde du travail et comment la novlangue a sévi et sévit encore et de manière très intensive dans le monde du travail. Pouvez nous donner des exemples ? Oui, je vais prendre l'exemple qui m'apparaît le plus significatif. C'est que il y a 20 ans, quand on parlait du salaire, il y avait le salaire direct et le salaire indirect. Le salaire direct, c'était le salaire perçu par les salariés. Le salaire indirect, c'était le salaire différé ou qui allait rendre des services aux salariés. C'est-à-dire ce que vous appelez le salaire différé, pour être précis. C'est l'assurance maladie, l'assurance chômage, la retraite. D'accord. Bon. Donc, ce sont des biens qui font partie du panier de dépenses, de toutes les façons, bien sûr, des salariés. On ne peut pas vivre sans assurance. Bon, dans un monde aussi incertain que le nôtre. Maintenant, on appelle cela comment ? On appelle toujours salaire net. Et le salaire indirect, on l'appelle charge sociale. Ah ouais. Alors, oui, ouais. Ça a une connotation complètement différente. Ce n'est plus partie intégrante de l'amélioration de la condition salariale, c'est au contraire ce qui pèse une charge, sur la condition salariale. Ouais. C'est une charge qu'il convient de diminuer. Et on le fait allègrement. On le fait allègrement, en réalité, en diminuant le salaire global, qui est la somme des deux, et donc en faisant un plaisir énorme aux entreprises. C'est moi du peu. En fait, sous le prétexte d'alléger les charges sociales, en fait, on allège le salaire évidemment, du salarié. Évidemment qu'on allège le salaire du salarié. Ouais. Et même lorsque on baisse sa contribution personnelle aux charges sociales. Ouais. Puisque ce sera autant de moins qu'il touchera en retraite ou en maladie. Et oui. Bon, je prends un autre exemple. Oui, allons-y. On peut s'y prendre de différentes façons. Lorsque l'on pratique une politique d'austérité, l'une des grandes victimes, c'est le système de santé. On l'a vu de façon éclatante avec le Covid. Avec le Covid. Ouais. Et donc, ça signifie qu'en réalité, cette économie-là, de la politique d'austérité, on l'a mise à la charge de la collectivité. Ce sont les gens qui ont été atteints par le Covid. Ben oui, bien sûr. Pas les élites. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, on fait porter à la population le poids de cette politique et on change les termes. Et en changeant les termes. Et la population croit. Autre exemple qui a à voir, mais dans un domaine différent, oui. C'est qu'on vous dit comme elle est belle la concurrence. Quelle belle concurrence. Et la Commission européenne se fait le héros de la concurrence. Mais en réalité, on n'a affaire qu'à des monopoles. Et les monopoles, c'est des rentes. C'est pas la concurrence. Donc, oui, vous dire, la concurrence est belle, oui, la rente est laide. Ouais. La rente est laide, absolument laide, puisqu'elle représente la part du travail non travaillé, la part de la rémunération qui ne correspond pas à un travail, qui ne correspond pas à un effort. Mais quand vous dites ça, alors, Jean-Paul Fitoussi, par exemple, donnez un exemple. En Europe, il y a quand même des entreprises qui se font concurrence. Vous dites que c'est une fausse concurrence. En fait, on a organisé de façon à ce que chaque grosse entreprise, là on parle des gros bien sûr, et sous le prétexte de la concurrence, en fait, tient bien son système. Je ne dis pas que c'est une fausse concurrence. Elles se font concurrence sur le dos des autres. C'est-à-dire, en réalité, les entreprises qui réussissent le mieux sont les entreprises qui ont le mieux convaincu leur gouvernement de baisser les impôts et de baisser les salaires pour gagner en compétitivité et de baisser les charges sociales. Celles-là gagnent. Bien ou sûr. Celles qui ne payent pas d'impôts du tout. Oui, mais alors, oui, mais alors Jean-Paul Fitoussi, elle vous dit, attendez, vous êtes gentil, mais nous, on demande baisse des salaires, des charges sociales, etc., et des impôts, mais comme ça, on pourra embaucher. Vous dites, c'est comme ça, vous savez, le million d'emplois. Est-ce que, en fait, le million d'emplois, ça s'est révélé une farce, n'est-ce pas ? Ouais. On sait très bien qu'il n'y a pas 1 million d'emplois créés. On sait très bien que ce n'est pas cela qui crée l'emploi. On a toujours su, et c'est la raison pour laquelle on a effacé du dictionnaire de la novlangue cette partie de la théorie économique, on a toujours su que ce qui crée l'emploi et l'activité, c'est la demande. Bien sûr. C'est le fait que les gens investissent
ou que les gens consomment, ou que les étrangers souhaitent acheter nos produits. Ce n'est pas la beauté de l'entreprise. Oui, bien sûr. Mais c'est la demande qui s'adresse à elle. Or, on a décidé d'annihiler toute politique de demande, toute politique de relance. Jamais. C'est devenu un mot interdit, un mot tabou. On n'en parle pas. On a fait des règles pour l'empêcher. On a été très loin. On a été plus loin que de ne pas en parler. On a voulu le rendre impossible. Et en fait, c'est ça qui règne aujourd'hui, c'est cette espèce de... C'est ce qui règne aujourd'hui, qui est pour l'instant entre parenthèses, parce que les gens, ayant finalement, étant de fiefs et menteurs, si je puis dire, hein, Oui, on peut le dire. on peut le dire, après avoir condamné le keynésianisme, maintenant, vous, le keynésianisme, au ciel, en disant, c'est du keynésianisme qu'il faut faire. On va relancer 100 milliards par-ci, 100 milliards par-là, Oui, donc, 400 regardez, milliards par il là. relance maintenant, justement. Il relance, on fait que et alors ça. il relance. Ouais, ouais. Il relance alors que le fait de ne pas l'avoir fait dans le passé a massacré des couches importantes de la société. Ils nous avaient déjà fait le coup après la crise financière. 2008. 2007-2008. Ouais, ouais. Il y a eu un grand plan de relance, et puis ils ont été terrorisés parce qu'ils avaient osé faire. Mais Oser une pourquoi relance. Ouais, Donc ah ils ouais. sont revenus en arrière. Ouais. Mais vraiment en rétro-pédalant pour faire un plan d'austérité en prétextant de la crise grecque, de la crise des dettes souveraines En Grèce, oui, bien sûr. en Grèce. Alors maintenant, je ne sais pas quel sera le prétexte, probablement la peur de la croissance de la dette, alors que un économiste bien constitué sait que la dette, c'est pas un vrai problème. Là aussi, c'est un exemple de novlangue. L'Amérique, en tout cas, la dette, ça n'a pas l'air d'être un gros problème. Oui, enfin, mais en ouais. plus, la novlangue utilise la dette comme le bonisme. Vous savez, Le les bonisme. les bons sentiments. Les bons sentiments, hein, d'accord. Oui. Que j'appelle le bonisme. Donc, ils utilisent la dette en disant ce sont les générations futures qui vont payer la dette. Oui, Et absolument. ça, c'est faux. Ça, c'est comment arithmétiquement faux. Alors justement, regardez, je vous arrête là. Jean-Paul Fitoussi, c'est très intéressant. On ne dit que ça. On ne Matin dit au que soir, ça. On est en train de tuer nos enfants et petits-enfants qui vont supporter. Et vous dites c'est pas vrai. C'est faux. Parce que, écoutez, quand vous laissez un héritage, vous laissez à la fois la dette et la créance. Non, ben oui, mais c'est pas. Nos une dette. enfants vont Oui. hériter Oui. de la dette, mais aussi de la créance, des titres que leur famille possède sur la dette. C'est-à-dire ils vont être à la fois débiteurs et créanciers. Oui, mais attendez, pour être sûr et pour que nos auditeurs comprennent bien, l'héritage, par exemple, ça peut être la pierre, ça peut être une maison, ça peut être une somme, etc. Là, il n'y a pas de dette, je reçois en positif de mon père ou de ma mère quelque chose. Croyez-vous qu'il n'y ait pas de dette sur la maison, sur l'immobilier? Bien sûr qu'il y a des dettes. Et ils reçoivent l'actif net. Vous voulez dire, oui, mais c'est payé. Disons que les crédits sont payés, tout est payé. Pas toujours. Pas toujours, c'est vrai. Pas toujours. Il y a même des refus d'héritage. Enfin, en général, c'est pas ça. À Non, mais quand vous dites que acceptation. la dette, juste pour revenir, la dette. Alors ne la dette compte est pas. une partie Ouais. du patrimoine. Ouais. D'accord ? Comme le sont les titres de créance sur l'État. C'est-à-dire les titres de dette. Si j'ai la chance d'avoir une famille qui possède de la dette, moi, je vais hériter de la créance sur la dette. Mais une autre famille, un autre jeune, va hériter la dette juste. Donc, en gros, ce ne sont pas les générations futures qui vont être victimes de cela. Ça va être un problème de répartition à l'intérieur de chaque génération, d'inégalité, en gros, dans Non, mais ce dans que le vous dites, c'est traitement. intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, cette dette. qui On s'accumule ment aux gens. Vous savez, ce ne sont pas les générations futures. Je vais donner un autre exemple où on utilise le bonisme pour les générations futures. C'est le fait qu'elles comptent tellement qu'il faut pratiquer aujourd'hui une politique d'austérité. Quel est le premier effet d'une politique d'austérité aujourd'hui? Eh bien, c'est de créer le chômage des jeunes. On aime tellement les générations futures qu'on assassine met au celles qui chômage. sont avec nous. Ouais. Vous comprenez? Donc, il y a là un mensonge éhonté ou une inconscience.
Oui, mais Peut-être alors, que les gens ne réalisent pas non, mais ça, ce c'est. qu'ils font. Oui, non, mais vous êtes très iconoclaste par rapport à la doxa habituelle, là, Jean-Paul Fitoussi. Mais c'est Écoutez, bien. je dis des choses qui sont arithmétiquement, pour l'instant, Ouais. vraies. Non, mais parce qu'ils vous disent le chômage des jeunes, oui, mais c'est les TPE, PME, enfin pour schématiser, qui doivent créer les emplois, et l'État, lui, il ne peut que faire des plans de relance, mais l'État, déjà, vous savez, c'est très gros, etc. Bon, etc. hein, vous avez raison. Il ne peut que faire des plans de relance. Et pourquoi n'en fait-il jamais? Ben là, il en fait. Et là, il en fait parce qu'il va se retrouver avec un méga problème. Un problème qu'il n'avait pas vu depuis un siècle. C'est-à-dire C'est-à-dire une explosion du chômage qui va être beaucoup inconnue, plus forte encore que plus ça forte l'est que celle aujourd'hui. des années 30. Ah ouais, carrément. Plus forte que celle des années 30. Donc, ils sont terrorisés. Parce que là, on arrive aux choses réelles, aux choses concrètes et non plus aux mots. On a dépassé la manipulation du langage. Ouais. Lorsque les gens tomberont dans la précarité, lorsque les entreprises fermeront par milliers, que vont devenir tous ces restaurants à Paris? Vous vous êtes demandé ça? Bon, ça va être une catastrophe. Et on voit déjà les effets. Jean-Paul Fitoussi, on se retrouve après les informations et on continuera à parler de cela parce que c'est l'essentiel et à parler de la novlangue et du travestissement justement des mots. Et on en parlera avec vous, chers amis auditeurs, qui pouvaient réagir à partir de 13h dans quelques minutes au 0826 300 300. On retient cette bonne nouvelle de notre invité Jean-Paul Fitoussi. Nous n'aurons pas à payer la dette de l'État. Vous pouvez aussi nous en parler. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous le savez, auditeurs de Sud Radio, nous ici on ne pratique pas la novlangue, on appelle un chat et Marius un fripon, comme disait le poète. Et effectivement, avec Jean-Paul Fitoussi, on parle de cela et il explique très bien dans son livre, encore une fois comme on nous parle, que je vous recommande, il explique très bien cette espèce de, comment dirais, de métastase d'un certain langage qui cancérise nos sociétés, nos compréhensions surtout. Par exemple, Jean-Paul Fitoussi, l'économiste que vous êtes, comment il a réagi devant le masque, l'utilisation C'est assez du simple, langage? c'est le même processus. Ouais. En économie, on dit on a tout fait pour lutter contre le chômage, mais en réalité, c'est la société qui est rétive aux réformes. Il ne veut pas des réformes. Donc, le responsable, c'est la société. Oui, ces salauds de Français qui veulent pas de ça. Voilà. Là, pour les masques, on a dit, écoutez, le conseil scientifique à l'époque nous a dit qu'en réalité, il ne fallait pas mettre de masque et nous n'étions pas nous-mêmes savants pour pouvoir le dire. Mais aujourd'hui, la recrudescence du Covid ou de la Covid, la recrudescence du Covid montre bien que la population est responsable. Elle vient de ce que la population ne met pas les masques et va dans des surprises parties, s'amuser sur les plages, s'agglomère dans les fêtes de famille, etc., etc. Donc voilà les vrais responsables de la seconde vague. Le gouvernement, lui, n'a aucune responsabilité. Non, rien, bien sûr, bien sûr. Non, c'est formidable. Alors, un petit Clémence. tour du côté du standard. Allez, on donne la parole à Gisèle qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Gisèle. Bonjour. Oui, bonjour Gisèle. Bonjour, écoutez, d'abord félicitations pour votre émission que j'écoute très souvent lorsque je peux, bien sûr. Merci. Voilà. Alors, vous avez parlé, oui, une émission qui monte un peu, vous voyez, le niveau des ondes. En janvier, vous avez parlé d'agression, j'ai été agressée. Ouais. Terrifiant. C'était rue des Jouglards, là où il y a le conservatoire de musique. Il n'y avait personne, il était 13h. Où ça, dans quelle ville, pardon? À Perpignan. À Perpignan, c'est ça, d'accord. Alors, depuis, je sais qu'il y a eu beaucoup d'agressions, mais moi, je venais d'habiter là. Mon mari était décédé, donc déjà, le décès, la vente de la maison, acheter un appart. OK. Donc, j'ai revenu de chez Darty, j'étais très parée, tout le monde m'a dit, oh là là, mais tu es trop élégante, mais tu portes trop de bijoux. Oui, mais j'ai 78 ans, expliquez-moi, quand c'est que je peux mettre des bijoux. OK. Vous avez le droit, hein. Manquerait plus que ça. Alors là, je vais vous dire, je sors presque en survêtement et en voilà. Donc, parce que j'ai peur. Alors, je suis sortie du parking souterrain par une cage d'escalier que je n'emprunte jamais, car je voulais descendre, faire mes courses à Casino, qui est sous l'immeuble. Donc, un jeune homme bien mis,
qui ne m'a pas interpellé, j'aurais pu lui dire tenez-moi la porte, m'observer, on le voit sur toutes les caméras, appuyé à la grille. J'étais en face de la porte. Donc, j'ai mis un moment à ouvrir la porte, et quand j'ai fini par l'ouvrir, elle était dure. Le monsieur n'était plus là, le jeune homme, il était 32 ans, tout en noir, bien mis. Ouais, voilà. Pas de chez nous. Donc, je sors, je marche, et là, il apparaît, je me dis, tiens, vous voyez, mais rien ne bat. Et donc, il me croise, 2 secondes après, une main m'empoigne par derrière sur le devant du cou, tire mes colliers de toutes ses forces qui ne cassaient pas. Donc du sang est venu dans la bouche, je m'étouffais, je me disais pourvu que les colliers lâchent. Il m'a tapé la tête et le corps, il m'a enroulé, il me traînait, il fallait bien que ce collier lâche. Donc il a fini par lâcher, il m'a pris le sac, évidemment en tout il y en a pour peu différent de 50 000, effectivement. J'étais gâtée, beau sac, j'étais parisienne avant. Donc, il s'ensuit, je reste inerte, un voisin arrive, on me met contre une voiture, on appelle les flics, il y avait eu un pétard dans Perpignan, dans une maternelle, et une ministre, dont ils n'ont pas voulu se déplacer, les pompiers non plus, donc on a appelé mes enfants, voilà. J'ai repris mes esprits comme j'ai pu, je suis allée aux urgences, mais... Voilà, la suite. La police de Perpignan a été sensationnelle. Ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé à faire la déclaration, mais on ne l'a pas retrouvé, malgré les caméras. On vous avait pas retrouvé votre agresseur. Enfin, on l'a pas retrouvé. Et monsieur Berkov, il a fallu changer en 3 heures les clés. On a 2 appartements pour ma fille et pour moi. Les clés, les barilets de porte blindées, les clés de ma voiture, 1 800 €. L'assurance m'a dit si on le retrouve, on nous remboursera. Etc. Les bijoux, les vêtements, le sac, tout ça, c'est en stand-by quelque part dans une déclaration. Bon, mais c'est pas ça le plus important. C'est vrai que c'est important, mais depuis le mois de janvier, je ne dors plus. J'ai mal au dos, j'avais déjà des problèmes de dos, je me déplace pas. Je peux pas. J'ai trop mal. Oui, c'est tout le traumatisme, tout ce qui se passe après. C'est-à-dire votre vie est interrompue quelque part. Votre vie habituelle. Et puis, en plus du décès de mon mari, mes enfants sont très présents. Je ne m'en remets pas, ça fait depuis janvier. Dans cette ville, aux mêmes endroits, beaucoup de dames de mon âge ont été agressées de la même façon. Alors il y en a un, on l'a retrouvé, paraît-il. Bon, le mien, on le cherche toujours. Je pense qu'on le retrouvera jamais. La police m'a dit, madame, déjà ce soir, la drogue, tout ça. Bon, ok. Non, d'accord, on sait comment ça se passe. Le préjudice, monsieur Berkos, psychologique, je le vois partout. Ben oui. J'ai peur, je vis à me fermer. Et pourtant, j'étais dans la psycho, la psychanalyse et tout ce que vous voudrez. Ça n'empêche pas. Que quand ça arrive à soi, quand ça nous arrive à soi, c'est évidemment terrifiant et ça change beaucoup de choses. Quoi. Voilà. Et je voulais témoigner que dans cette ville, donc, qui m'a appelé? Mes enfants ont fait paraître quelque chose sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens m'ont reconnu. À la mairie, il y a plein de jeunes amis de mes enfants. Personne ne m'a appelé. C'était l'ancien maire de Perpignan. Le seul qui m'a appelé, c'est celui qui est passé. C'était quelqu'un, son bras droit sûrement, qui m'a appelé. Voilà. Ça m'a laissé très dubitative. Voilà, je l'ai dit. Vous comprenez? Alors, voilà, il faut lutter. Alors, je voulais quand même dire que j'ai un passé d'éducation nationale. Bon, à 40 ans, je passais toujours des examens et que le président de la République me prend 400 € par mois hors impôt pour payer et tout. Vous savez bien, c'est clair. Oui, bien sûr. Non mais Gisèle, c'est important de donner votre témoignage et de montrer combien de personnes comme vous, hélas, sont, ils n'ont rien demandé, ils n'ont fait de mal à personne, ils n'ont gêné personne. Et il y a, des crétins ou des racailles, on appelle ce qu'on veut, pour, leur pourrir la vie. Et c'est terrible. Merci beaucoup Gisèle. Alors, une petite question peut-être avant de retourner au standard par un de nos auditeurs sur le Facebook Live, Raymond, qui demande directement à notre invité pourquoi on est passé du Covid à la Covid. Est-ce que vous avez une idée? Je n'ai aucune explication pour cela. Je voulais simplement dire que en français on dit la mer
Et en italien, on dit il mare. Ouais. Donc, Et non, mais ça, le genre est indéterminé. Ça, c'est l'auberge espagnole du fantasme, je le dis toujours. Pourquoi dit-on la virilité? Hein, c'est intéressant. oui. Voilà. Oui. C'est la féminisation, La force. la Covid, hein, la force, absolument. Et on dit le sexe. Pas d'accord. Allez, au retour de Standard 0826 300 300 et on donne la parole à Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour à Monsieur Fitoussi. Bonjour. Voilà, je voudrais revenir sur les propos de notre président Oui. concernant le Kama Sutra. un sauvage. De la violence. Ouais. Oui. De la violence, voilà. Écoutez, je trouve ça assez lamentable venant d'un homme comme lui, que l'on pourrait considérer comme cultivé et intelligent. Je ne vois pas le rapport, premièrement. Oui, c'est la question que je me suis posée aussi, oui. Voilà. Mais Donc, voilà, il est cultivé, il connaît le Kama Sutra quand Voilà, même. si. Vous pourrez considérer ça comme, Tout à fait. comme un avantage. Exactement. Mais lorsqu'on écoute les témoignages de l'auditrice précédente, Ouais, on de se rend Gisèle. bien compte qu'il ne s'agit pas d'une danse même érotique. Exact. Donc voilà, on est dans un grand n'importe quoi. Ouais. Les propos, c'est à se demander si cet homme n'est pas bête, finalement, hein, parce qu'on peut se poser la question lorsqu'on entend de tels propos. Ouais. Et c'est assez désolant venant d'un président de la République. Mais vous savez, Jean-Paul, vous avez raison. Mais le problème, il est là, dès Gisèle. Et hélas, je dis, Gisèle et son témoignage était poignant. Et ce qu'elle a dit, et ce qu'elle en a souffert, elle en souffre encore. C'est qu'encore une fois, la plupart des gens qui parlent comme ça, en disant mais c'est pas grave, c'est qu'ils sont protégés. Ils ne voient pas ça. Vous savez, ils sont pour aller agresser à l'Élysée, ce n'est pas évident, hein, c'est pas simple. Il va pas se retrouver lui ou beaucoup d'autres dans un escalier, sortant d'un parking, etc. Hein. C'est ça. Je pense qu'il ne peut pas rester sourd à tout ce qu'il entend. Mais je suis sûr. Il y a un moment où il faut bien qu'il y ait une prise de conscience. Ce n'est pas possible de fonctionner de cette manière et laisser le pays se délabrer de mois en mois dans une violence et cette dérive de violence. Tout à fait. Voilà. Moi, je crains pour mes enfants. Maintenant, enfin, on peut avoir peur de se faire agresser n'importe où. Tous les jours, on ouvre un journal, on écoute la radio, la télévision, on voit bien qu'il se passe des actes violents et de plus en plus violents. Donc c'est assez dramatique. Tout à fait, Jean-Paul. Alors, on verra ce que va faire Gérald Darmanin, qui en ce moment multiplie les déclarations. Évidemment, on attend les actes, on verra les actes. Je voudrais demander à Jean-Paul Fitoussi, l'économiste que vous êtes, est-ce que ce climat de violence, on ne va pas non plus dramatiser, la France n'est pas devenue l'apocalypse, enfin ce climat de violence, en quoi et comment, d'une nation, il joue, il influe sur l'économie en tant que commerce, en tant que rapport entre les gens? Si vous voulez, d'abord, il casse la confiance. La confiance est un des moteurs de l'économie. C'est le moteur de la finance. Donc, dès le moment où vous n'avez plus confiance aux autres, parce que vous craignez la violence des autres, sans savoir qui ils seront, et d'autant que dans nos sociétés, il y a de plus en plus de personnes seules. Donc le couple violence-solitude fait très bon ménage. Et la solitude, comme dans l'histoire de cette femme, attire la violence parce qu'elle rend la violence très rentable. Les économistes diraient que, en réalité, ce qui détermine l'intérêt de la violence, c'est le rendement de la violence. Si la violence rapporte beaucoup et coûte peu en termes d'emprisonnement et coûte peu en termes de risque, donc dans ce cas-là, ça déclenche la violence. C'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, vous avez un bon rapport qualité-prix. Mais je voulais dire aussi autre chose, ça me fait penser à quelque chose de la novlangue que je dis sur le chômage. Comme disait François Mitterrand, on a tout fait contre le chômage, sauf les politiques de demande, évidemment, il ne le dit pas, sans pouvoir le juguler. Mais on dit la même chose sur la violence. On a tout fait contre la violence sans pouvoir
l'anéantir, ou sans l'éradiquer, pouvoir ouais. l'annihiler. Alors qu'est-ce qui se passe? La violence est enquistée. C'est enquisté, c'est pas les mesurettes que prend chaque gouvernement qui permettront de régler ce problème de la violence. On va encore en parler, effectivement. On va en parler après cette petite pause. Oui, on parle de récidive, on parle de novlangue et on parle de dette d'État avec Jean-Paul Fitoussi, notre invité. Vous pouvez l'interpeller au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkoff est aujourd'hui dans tous ses états avec son invité Jean-Paul Fitoussi, qui est économiste, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris et surtout auteur de ce livre qui vient de sortir, Comme on nous parle, l'emprise de la novlangue sur nos sociétés. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Et alors justement, Jean-Paul Fitoussi, on va reprendre des auditeurs et ils sont tous toujours très motivés, puis ils ont beaucoup de choses à dire. Mais ce qui est intéressant, c'est cette espèce de formidable translation de la doxa langagière, comme on dit, partout. Ce que vous avez dit sur le chômage, ce que vous dites là-dessus, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui sont devenues presque des dogmes religieux, quoi. C'est presque l'évangile, hein, ou le Coran, ou la Torah. Enfin, on ne touche pas, on ne discute pas. Et c'est dû à quoi? Ça arrange tout le monde. Enfin, ça arrange tout le monde, oui, quelque part. C'est dû au fait que, aussi, nous sommes dans une époque où les hommes politiques sont moins cultivés. Ils sont moins cultivés, donc c'est plus facile d'apprendre une théorie préfabriquée que d'essayer de comprendre les diverses théories qui s'affrontent. Bon, c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile d'avoir comme politique compétitivité, baisse des charges. C'est ça, les politiques européennes, ça se résume à ça. Compétitivité, baisse des charges, baisse des déficits. Bon, il n'y a pas plus stupide. Il n'y a pas par rapport à la complexité des sociétés dans lesquelles on vit. Et c'est un dogme même de l'Union européenne. Enfin, c'est le dogme de l'Union européenne, c'est même un dogme imposé par l'Union européenne. Et c'est un dogme qui a été accepté même par ceux qui l'ont refusé a priori. Comme je le montre dans le livre, il y avait 3 hommes politiques de grande envergure. Lionel Jospin, qui avait dit qu'il ne voterait jamais le pacte de stabilité, et une semaine après avoir été nommé Premier ministre, il a signé. Il y a, ce qui prouve la colonne vertébrale. Voilà, il y a Romano Prodi, qui était commissaire européen, président de la Commission européenne, et qui a dit le pacte de stabilité est stupide, mais quand il est devenu du président du Conseil italien, la première chose qu'il a faite, c'est d'appliquer le pacte de stabilité. Et il y a François Hollande qui nous disait en 2012 qu'il ne signerait jamais le pacte budgétaire. Un mois après, il a signé. Donc, vous vous dites, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sanction dans l'air. C'est pas possible. Parce que pour que les gens se renient publiquement, oui, à un mois comme d'intervalle, cela, presque. Enfin, mais oui, à un mois d'intervalle, ils diront qu'ils ne se sont pas reniés. Oui, bien sûr. Mais en réalité, le résultat est un reniement. Ils ont signé à la lettre, à la virgule près. Et après, ils couvrent ça avec la novlangue pour habiller le reniement. Et voilà. Alors oui, on retourne au standard. Olivier nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. André Berkoff et bonjour Monsieur Fitoussi. Bonjour. Bonjour, j'ai apprécié ce qu'a dit votre invité, Monsieur Fitoussi, sur les hommes politiques qui n'ont pas de culture. En fait, il rejoint l'avis d'Éric Zemmour qui expliquait que depuis Pasqua et après Pasqua, ça a commencé à se dégrader au niveau de la culture des hommes politiques. Même le débat, ils ont rien, c'est des coquilles vides. C'est pour ça que on a des hommes politiques qui se renient. Au niveau européen, il y a une chose à savoir. Moi, je l'avais appris. L'ancien Premier ministre italien qui participe à la coalition gouvernementale en Italie, j'ai plus le nom en tête, c'est Matteo Renzi, c'est bien ça? Matteo Renzi, absolument. Matteo Renzi, c'est ça. Le fameux pacte de stabilité, en l'occurrence, je crois que c'est les 3%, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, oui. Lors de la crise des migrants, avant que Salvini arrive, il a dit je ne peux pas respecter, il a dit à Juncker, je ne peux pas respecter ce pacte, en l'occurrence, et Juncker lui a fait très bien, mais vous acceptez les migrants.
Ah oui, vous voulez dire que Juncker aurait fait une espèce de marché en contrepartie du fait que vous ne respectez pas les 3% sur le déficit. Je vous fais une ristourne, vous ne respectez pas le pacte, mais je vous laisse. On parle d'une. Qu'on s'appelle. C'est démagogique, mais on parle d'une. Endoctrinement, en l'occurrence, qui est lié en partie, moi je le dis tout de suite, je l'avais répété à George Soros, qui est un hydre, une araignée en l'occurrence au sein de l'Union européenne, qui a contaminé, c'est même pas une métastase, c'est un cancer généralisé dans le monde entier. Ce monsieur, il arrive comme un chef d'État sans État, il dit je suis l'égal de Dieu, et il a contaminé Juncker, etc. Quand il venait à Bruxelles, il se faisait des papouilles, il était reçu en chef d'État, en l'occurrence. Il faut quand même comprendre que l'Union européenne, actuellement, elle est pourrie de l'intérieur. Même la Cour européenne des droits de l'homme, on parle des migrants et tout le reste. À chaque fois qu'un migrant est débouté, il gagne à coup sûr contre l'État dans lequel il est. Par la Commission européenne. Oui, par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque, qu'on dit, il y a eu un reportage de Valeurs Actuelles qui a dénoncé via une autre personne qui a enquêté, et qui a expliqué que tous les juges étaient corrompus, en l'occurrence, même les députés européens. Moi, je suis tombé sur un site d'information sénégalais, et ils expliquaient que plus de 200 députés européens avaient été financés par Soros. Voilà. Oui, non, mais écoutez, il faut évidemment tout vérifier. C'est inacceptable. Il faut le dire absolument, il faut aussi vérifier tout cela. Voilà, mais c'est vrai que je l'ai entendu. Mais Jean-Paul Fitoussi, par rapport à ça, justement, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il a pu y avoir, à votre avis, cette espèce de, ce que dit Olivier, l'espèce d'échange donnant-donnant, migration et... Ah, il y en a toujours. Hein. L'Europe est le lieu des compromissions. Je vous prends le dernier qui est accepté, qui est public, oui, qui est celui des quatre frugaux. Vous savez, il y avait 4 pays, oui. La Hollande. Ah oui. Quand il y a eu le fameux plan de relance européen. Oui. Pour accepter le plan de relance européen, il a fallu leur consentir une baisse de leur contribution. Oui, pour la mutualisation des dettes des autres, c'est ça. Il a fallu accepter une baisse de leur contribution et leur donner quelques avantages. Par exemple, pour l'Autriche, accepter que la démocratie ne soit pas constitutive des conditions de l'appartenance à l'Europe. Vous voyez, on va loin dans ces compromissions. Quant à ce que disait votre auditeur sur Soros, c'est pas vrai. Je veux dire, vous pouvez dire sur Soros ce que vous voulez, il y a plein de trucs à redire sur Soros, mais il ne supporte pas Juncker. Il ne supporte pas Juncker. Juncker, c'est le type qui a été le fossoyeur de l'Europe, parce que c'est lui qui a lancé la concurrence fiscale et sociale. Comment le Luxembourg a-t-il fait fortune? Par la concurrence sociale. Il nous a volé les bases fiscales. Il nous a volé nos bases fiscales. Juste un mot là-dessus, Jean-Paul Fitoussi, et on va reprendre après une petite pause, mais ce qui est extraordinaire, c'est dans l'Europe des 5, Luxembourg fait partie de l'Europe des 5, comme la Belgique, et vous avez encore des paradis fiscaux. C'est incroyable. Il n'y a même pas d'harmonisation fiscale au bout de 50 ans. Mais vous avez la Hollande aussi. La Hollande aussi, un paradis fiscal. Pour les sièges d'entreprise, c'est honteux. Olivier, restez avec nous, vous restez tous avec nous, on reprend tout ça passionnément après une petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on retrouve André Berkov dans tous ses états et son invité aussi, Jean-Paul Fitoussi. Et vous, chers amis auditeurs, qui nous avez appelés au 0826 300 300. Et on avait Olivier qui nous appelait du Val-de-Marne et qui est toujours avec nous. Oui, Olivier, juste un mot. On parlait, vous savez, au-delà de Juncker et de Soros et compagnie, pendant la pause, Jean-Paul Fitoussi et Clémence et moi-même, on parlait de la mondialisation. Et Jean-Paul Fitoussi nous expliquait que la mondialisation aussi, c'était comme si on mettait tout le monde dans une maison, mais on ouvrait les portes et les fenêtres. Et effectivement, il n'y avait plus de protection. Vous sentez, vous, dans un monde mondialisé, et que c'était plutôt un danger qu'une bonne chose ? Moi, en tant qu'être humain, moi je suis plutôt en repli sur ma nation.
Vous êtes en remplissons, oui, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, moi, quand je vois la violence, ça reflète parfaitement ce que dit M. Oberton, Laurent, l'écrivain de la France Orange Mécanique. Je prends les transports en commun tous les jours, j'ai pas de voiture parce que je fais partie de cette France à la fois périphérique, j'habite pas dans la périphérie, j'habite dans les grandes villes, mais qui est pauvre. Je suis auto-entrepreneur et je suis au RSA. Ouais. Et quand je vois la moindre, après la crise du Covid qui est pas terminée, la moindre étincelle, etc., tout peut partir en embrasement. Mais c'est vrai que on a les politiques qu'on mérite. Si on prend Macron, quand il a fait sa campagne électorale, il a jamais fait sur le régalien, il l'a fait sur l'économique en se disant qu'il résoudrait tout par l'économique. On voit le triste résultat. Si la machine économique, elle s'enraye, c'est un peu chacun pour soi s'il n'y a pas d'amortisseur social. Malheureusement, il y a aussi sur l'économique une chose, je rejoins Charles Pratt, le magistrat que vous avez reçu, et qui explique que la fraude sociale, au lieu de rétablir l'ISF, on ferait mieux de nettoyer les comptes de l'État parce qu'il y a des non-dits, etc., des DOM qu'il ne faut pas toucher. En l'occurrence, le fameux rapport des sénateurs et députés, il va être encore enterré, j'ai l'impression, sur la fraude sociale qui représente de plus de 24 milliards d'euros annuellement. Cet argent, au lieu de partir à l'étranger, il devrait revenir dans le giron français pour les citoyens. C'est le problème, c'est que on a des politiciens qui ne veulent pas provoquer des incidents diplomatiques avec les pays où va l'argent, parce qu'il faut quand même le dire clairement, l'histoire des centenaires issus des tirailleurs algériens, sénégalais, mais on le sait qu'il y a des problèmes historiques. C'est lié aussi, tout est intrinsèquement lié. Malheureusement, Charles Pratt le dénonce, il a raison, les fameuses cartes fantômes et tout le reste. Voilà, cet argent, il faut le récupérer, mais on fera rien. On fera rien parce que les politiciens n'ont ni la culture, ni l'envie de le faire, et ça va se payer en 2022, ça c'est clair et net. Hein. Bon, moi, je me pose des questions aussi. Voilà. On va en parler, mais justement, Jean-Paul Fitoussi, et ça rejoint la novlangue et ça rejoint votre livre. Au fond, on a l'impression, ça c'est pas nouveau, vous savez, il y avait la phrase de Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Il y a ce côté donc de cette novlangue, et c'est vrai que quand on se penche sur un certain nombre de choses, effectivement, par exemple, la fraude de la sécurité sociale, et c'est des milliards. Quand on se penche, par exemple, alors là, c'est l'économiste, je m'adresse. Vous savez, on dit Gérald Darmanin, mais tous les autres, les dealers de drogue ne vont plus dormir tranquilles, nous allons faire des amendes, etc. Et vous savez que le chiffre d'affaires de l'économie de la drogue, rien qu'en France, c'est 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on fait au fond ce que vous avez dit pour la violence? Ah ben, il y a un bon rapport qualité-prix. Le risque sur des femmes isolées et sur beaucoup de gens est minime puisqu'ils ne sont pas armés, donc on ne pourra pas répondre. Et puis ça rapporte. Et puis la police et les juges, bon, ils viendront s'ils viennent, et s'ils ne viennent pas, on sait très bien ce qui se passe au niveau de la récidive et de l'impunité. Et puis alors, du point de vue de l'économie, cette économie parallèle qui fait vivre des dizaines, voire des centaines de quartiers en France. Et puis cette économie mondialisée où on se demande à qui profite et à quoi. On a l'impression, encore une fois, d'une espèce de schizophrénie géopolitique et géoéconomique totale où chacun vit dans son coin, chacun profite, et avec un langage comme on l'a, on fait semblant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Exactement. Alors, premier point, pour continuer ce qu'on disait tout à l'heure, la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi? C'est la réunion de l'Amérique qui est protectionniste, de l'Asie qui est protectionniste, et de l'Europe qui est libérale. Et on appelle ça la mondialisation, n'est-ce pas? Bon, donc, on voit bien que quelque part, on se moque du monde. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux blocs en fait protectionnistes, on voit bien l'Amérique. Les plus importants. Et la Chine. Les blocs et le Japon. Et le Japon a fait sa prospérité sur le protectionnisme. Donc, on ne se moque pas du monde. Et nous, on est libéraux. Et nous, on est libéraux. Portes et fenêtres ouvertes. Et nous, on est libéraux et on dépend de nos populations. On dépend de nos populations. Sur le problème que vous soulignez de l'économie parallèle de la drogue, et on pourrait avoir d'autres activités que la drogue. Oui, ça ne veut pas dire qu'il y aura un tiers de l'économie au chômage si on arrêtait la drogue. Simplement, pourquoi n'arrête-t-on pas la drogue? Parce qu'on a peur des quartiers. Il faut dire ce qui est. On a peur des quartiers. Les quartiers ne sont plus
des territoires de la République. Ouais. Et ils sont d'une violence, vous avez dit qu'ils étaient armés jusqu'aux dents, ils sont d'une violence inouïe, donc on peut faire ce que dit Darmanin. Mais dans ce cas-là, il faut y aller. Oui. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Mais on a peur. Et la peur est très mauvaise conseillère. C'est clair. Mais juste un mot là-dessus, quand même, Jean-Paul Fitoussi. Et là, on va parler froidement, et peut-être certains nous accuseront de cynisme, mais évidemment, on sait que c'est pas le cas. Mais vous dites, on peut très bien marcher sans l'économie de la drogue. Mais dans un certain nombre de quartiers, là, par quoi vous la remplacez ? Comment on va créer des emplois qui feront que les gens iront travailler, gagneront leur vie, etc., etc. On sait très bien que dans certains quartiers dont vous parlez, le chômage est à 20, 25, voire 30%. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on crée ? Où sont, justement, on en parle du matin au soir, où sont les aires, les zones, les gisements de création d'emplois aujourd'hui ? Quand on a créé des zones franches, ça a créé de l'emploi. Lorsqu'on a su créer les incitations nécessaires, ça a créé de l'emploi. Lorsqu'on a formé les jeunes, ça a créé de l'emploi. Donc, c'est pas une impossibilité. Justement, j'en ai assez de cette résignation qui nous pousse à penser qu'en réalité, on ne peut pas sortir de la situation dans laquelle nous nous trouverons. Circuler, il n'y a rien à voir. Non, c'est pas vrai. On peut sortir, c'est pas facile. Alors, bien sûr. C'est assez complexe. Et je n'ai pas les compétences de l'ensemble des ministres pour pouvoir dire ce que chacun doit faire. Mais il n'empêche que c'est possible. Il faut avoir le courage d'apporter jusqu'au bout. Le problème, c'est jusqu'au bout, c'est quand ? C'est jusqu'à dans 2 ans ? Oui, c'est quand c'est l'échéance présidentielle. Mais vous savez, ça, on redit toujours, moi je le radote, c'est la fameuse phrase de Churchill, le politicien ne pense qu'à sa réélection, l'homme d'État pense aux nouvelles générations, aux futures générations. Et c'est tout le problème. Et puis, l'homme d'État avait eu l'idée de faire un mandat présidentiel de 7 ans. Oui, c'est vrai. Non renouvelable, mais 7 ans. 7 ans. 7 ans, c'était pas mal. Allez, on retourne au standard, parce que Sud Radio, elle, pense à ses auditeurs. On donne la parole à Manuel, qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Manuel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Bercos. Bonjour Manuel. Merci de me donner la parole et bonjour à Monsieur Fitoussi. Voilà. Bonjour. Alors, bonjour. Je voudrais dire que je suis à 200% avec les propos du précédent auditeur Olivier. Hein. Oui. Mais même je vais plus loin. Je pense que nos gouvernants aujourd'hui, ils sont dirigés et ils obéissent à un gouvernement mondial, à celui de la finance. Concernant l'insécurité, je pense que ce pays n'a que ce qu'il mérite. Parce qu'aujourd'hui, on a un pays de populace, pas de citoyens, hein, de populace veulent, vous voyez, voilà, qui ont peur de tout. Et on en est arrivé à ce stade. Et moi, je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. J'habite un quartier de Clermont. Oui. Et voilà, et je passais tranquillement. Et tout à coup, il y a un type qui est au milieu de la route, aspect maghrébin, on va y aller cash, hein, et qui joue un peu la terreur dans le quartier. Oui. Bon. En plein Clermont-Ferrand, hein, en plein centre-ville, ça, non, en fait. Non, Clermont-Lérault. Ah, Clermont-Lérault, pardon, vous avez dit Clermont, c'est pour il ça joue que... un peu les caïds, un peu le hors de tête et tout. Bon, il faut dire que je pratique les arts martiaux, donc de ce côté-là, je suis tranquille. D'accord. Et je me suis arrêté et j'ai dit, bon, qu'est-ce que ça, pourquoi t'es sur la route, j'ai pas le droit de passer, machin. Bon, il s'en est suivi quelques mots, quelques gesticulations, mais rien de grave. Je descends un peu plus bas où j'habitais, à ma maison, et je vois le gars qui a pris sa voiture et qui venait repérer où j'habite. Vous voyez? D'accord. La situation. Je suis descendu en courant. Il vous avait suivi, quoi. Il vous avait suivi, c'est ça? Il m'avait suivi. D'accord. Et pratiquant les arts martiaux, il y a des erreurs à ne pas commettre. Je suis allé... il m'a vu, il s'est arrêté, mais j'étais côté passager, pas du côté portière, vous voyez, parce qu'il pouvait ouvrir la portière. Et j'ai dit, écoute, tu me cherches? Et regarde, j'habite là. Voilà, t'habites là, si t'as quelque chose à me dire. Hein. Ouais. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, toi, t'es pas français. J'ai dit, comment ça, je suis pas français?
Ouais, parce que si tu étais français, tu n'aurais pas eu le courage de défendre. Ah ouais, d'accord. Eh ben, il m'a cloué le bec. T'es pas français, donc oui, tu passes pas sous la moquette, quoi. Voilà. C'est fou. J'ai dit non, je suis français de papier. Moi, je suis né au Portugal. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit respect. Ouais. Voilà. Eh ben, oui. Les Français, à force de mettre la queue entre les jambes, ils n'auront que ce qu'ils méritent. Oui, vous avez montré que vous n'aviez pas peur. Et exactement, exactement, que j'ai pas peur. Et les Français, vous savez, on dit toujours, il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Exactement. Ouais. Et moi, je vivrai jamais à genoux. Et personne ne me fera mettre le genou à terre. Et aujourd'hui, on a une bande de lâches. C'est tout. Et les gens, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Il faut se réveiller un peu. Il faut se battre. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, dans le monde où on vit, il n'y a pas de place pour les faibles. C'est tout. Non mais Emmanuel, c'est une vraie, enfin ce que vous nous avez dit dans le vécu, c'est une vraie leçon. Et ce moi, que je vous ne suis dites... pas pour la violence, vous comprenez? Je ne suis pas pour la violence. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, quand même, il faut se prendre la main et se défendre. Parce qu'on ne peut pas tendre l'autre joue gauche, oui. Oui, bien sûr. Non, mais on vous a bien compris et effectivement, ça s'applique partout. Jean-Paul Fitoussi, c'est vrai, parce que là, c'est un exemple très précis. Effectivement, c'est toujours pareil. Quand vous dites, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, l'autre l'entend s'il sait que vous allez répondre. Mais c'est vrai en économie, c'est vrai partout. Et on a l'impression quand même, et on revient, Manuel a employé le mot de veulerie. Et c'est vrai que cette veulerie, on la sent, je ne dis pas partout, faut pas non plus noircir tous les tableaux, mais enfin on la sent très très fort, y compris dans la manière dont on est dirigé, gouverné, mené, par rapport aux politiques choisies. Il y a à la fois de la veulerie et un système de sanctions-récompenses qui l'accompagne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à parler 9 langues. Parce que parler 9 langues vous ouvre beaucoup de portes. Oui, pas la parler vous ferme beaucoup d'autres. Ouais. Dans ce cas-là, c'est vrai. Si vous voulez faire carrière, il vaut mieux parler 9 langues. Donc, est-ce que c'est de la veulerie ou est-ce que c'est la recherche de l'intérêt que l'économie de l'argent a rendu comme étant le moteur principal de la vie? Ça, très sincèrement, juste, vous le savez, vous êtes cultivé. Balzac, Saint-Simon, on parlait de tout ça. Si vous voulez être à la cour et bien vu à la cour, il faut adopter le langage de la cour. Oui, mais à l'époque, il y avait plusieurs langages. Si vous voulez. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait plusieurs langages. J'en parle aussi dans ce livre. Mais à notre époque, il n'y a plus qu'un seul langage. Donc, vous n'avez même plus le droit à la diversité. Quand vous dites un seul langage, précisé. Le seul langage, c'est être pour l'Europe, être pour l'Europe, pour la Fédération d'États-nations, qui est un mot novlangué comme on n'en fait plus. C'est être pour la baisse des charges sociales, pour la compétitivité, pour les générations futures, dans le sens où je l'ai dit, non pas dans le sens réel, avec des chômeurs jeunes avec nous, mais pour les générations. Et pour l'inclusivité, pour parler juste de l'écriture inclusive, par exemple. Pour l'inclusivité, et maintenant pour le racialisme. Pour le racialisme, oui. Pour le racialisme, qui est encore plus effrayant, si je puis dire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans un collectif, on n'est plus d'ailleurs, Olivier le disait, par rapport à la nation, etc. On est dans la recherche de l'intérêt personnel. C'est ça. Ou tribal, ou clanique, ou etc. Voilà. Ouais. Et c'est fou parce que la novlangue a effectivement, et vous en parlez, a aidé à ça, a contribué à ça. Bien sûr. C'est-à-dire que je change effectivement quand je suis d'un clan, il faut que j'adopte et que je soumets le vocabulaire aux intérêts de mon clan ou de ma tribu ou de ma race, ou enfin appelons-le comme on veut. Donc je change. C'est n'importe quoi. Le premier acte que je fais est de changer la langue. C'est ça. C'est ça, changer la langue. Oui, c'est pas mal. La puissance du langage est incroyable. Alors justement, on va en parler. Comment remettre le bonnet rouge au dictionnaire? Et continuez de nous appeler au 0826 300 300, puisque justement sur Sud Radio, on ne parle pas la novlangue, mais on parle le vrai. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et on retrouve André Berkoff et son invité, Jean-Paul Fitoussi, économiste et auteur de ce livre. Comme on nous parle, l'emprise de la novlangue sur nos sociétés aux éditions Les Liens qui libèrent. Et puis avec vous aussi, chers amis auditeurs, qui nous appelez au 0826 300 300. Et on part tout de suite au standard où on donne la parole à Françoise, qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Françoise. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. Oui, j'appelle parce que le témoignage de la dame m'a touchée. Il m'a rappelé ma propre agression et c'est pas l'auditeur précédent qui va la réconforter. Donc en fait, c'est pareil, mais avec moins de violence. J'attendais le tramway. Il y avait beaucoup de gens. C'était vers 21h en avril 2018. Et il y a un type qui, j'étais très chargée, mais je sentais qu'il se passait quelque chose dans mon cou. Ouais. Pourtant, j'avais plusieurs vestes. Et donc, il a fini, tout d'un coup, il a arraché, j'avais des gourmettes en or, en collier. Et donc, il a tout arraché. Ça m'a coupé, je veux dire, la respiration. Ouais. Personne n'a rien fait. Le tramway est parti. Je me suis posé la question, est-ce que je le prends? Donc, je me suis retournée et j'ai vu le type qui s'éloignait en mettant, évidemment, c'était mes bijoux dans sa poche. Et il a été prendre un autre tramway et je l'ai rejoint, mais comme j'étais très chargée et que le chauffeur de l'autre tramway a tourné la tête, j'ai dit si je traverse juste devant, je suis morte. Ouais. Donc je ne suis pas montée dans le tramway. J'avais la photo. J'ai appelé aussitôt la police qui m'a dit on envoie une voiture, on va l'interpeller. Et puis après, alors j'attendais là, et donc j'essayais de reprendre mes esprits. Et puis en fait, ils m'ont dit ah ben non, elle est à l'hôtel de police, voilà. Et donc j'en suis sortie à minuit. Et en fait, ce que la police, en fait, je pense, elle ne fait rien parce qu'elle a peur. Et donc, quand on porte plainte, même on est, disons que toutes les agressions que j'ai subies, c'était par des étrangers. Donc, je pouvais pas dire que c'était par des, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et donc, j'ai été menacée. Et les caméras en 48 heures, donc j'avais appelé TBM et la police, ils se sont renvoyés la balle et donc voilà, donc en fait. Et il a été retrouvé, votre agresseur? Non, pas du tout. J'ai même mis des affiches aux arrêts de tramway et donc non, rien n'a été fait. Alors ils ont fini par me dire oui, il a dû repartir ailleurs. Et ce qu'on m'a dit aussi à la police, c'est qu'il ne fallait rien mettre. Donc c'est très rassurant, je veux dire, je trouve. Et moi, je pense qu'il faudrait, s'occuper des associations qui protègent ces racailles, à Bordeaux, ailleurs, je ne sais pas. Et qui sont subventionnés par le contribuable, souvent. En plus, par notre argent et en plus par nos agressions. Donc, voilà, c'est la vérité, quoi. Et pourquoi la police, elle a peur quand il s'agit de migrants, quand j'ai été cambriolée, ils les regardaient avec des yeux de merlan-frit. Ils les ont laissés repartir. Et je pense qu'ils sont aidés, parce que je vous assure qu'ils sont très bien habillés, mieux que nous. Et donc voilà, il faut pas dire que ce sont des étrangers, c'est quand même, je veux dire, là, je trouve qu'il y a quand même un laxisme et puis on est pris en otage et je comprends la dame, je veux dire, moi j'y repense parce que c'était des cadeaux, c'était affectif, au-delà du financier. Non, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc là, je dis, on est démunis. L'auditeur précédent, je pense qu'un jour, il sera faible. Et je pense que les armations ne lui serviront pas à grand-chose. Il sera vulnérable. Voilà. En tout cas, donc, je veux dire, nous, on s'est battus, on se bat même quand on est des femmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il n'y a pas du tout de retour. Non, mais il y a une alimentation de ces agressions, voilà, plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous dire. Non, mais ce qu'il faut faire simplement, et c'est pas facile, mais ce qu'il faut faire, c'est que l'État fasse, que l'État applique les lois, que l'État fasse des sanctions, que l'État soit beaucoup plus effectivement vigilant et sévère envers les agresseurs. Et voilà, c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Et il faut aussi, pour rejoindre notre invité, il faut aussi arrêter la novlangue partout, arrêter le Kama Sutra quand on n'a pas besoin de parler de Kama Sutra et arrêter de tromper les gens avec des faux mots.
C'est très important. Et merci beaucoup en tout cas à notre invité justement Jean-Paul Fitoussi, économiste, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris et auteur de ce livre Comme on nous parle, l'emprise de la novlangue sur nos sociétés aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à vous André Berkoff, on vous retrouve demain à midi. Oui. On peut retrouver évidemment cette émission sur YouTube en podcast sur sudradio.fr et puis dans un instant vous retrouverez Brigitte Lahaye qui reçoit aujourd'hui Michel Odoul et qui nous explique les mots MAUX du corps. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons.